Bonjour à tous, je m'appelle Pedro. Je vais présenter ma thèse qui est intitulée en anglais Drought Characterization in the Northeast Brazil, a Mood-Scale Watershed Analysis and Remote Sensing Monitoring. Cette thèse a été développée en co-tutelle entre l'Université fédérale du Rio Grande do Norte au Brésil et l'Université Rennes 2 en France. Elle a été encadrée par M. Bergson Bezerra au Brésil et par M. Vincent Dubré en France. Donc, du coup, la collaboration entre les groupes de recherche a commencé à débuter en 2017 et après, en 2018, on a effectivement signé la convention des co-tutelles. Et pendant, au cours des 3 dernières années, on a développé la thèse au Brésil et en France, notamment avec 2 séjours en France en 2019, financés pour la CAPES au Brésil, en 2020, financé par la bourse Excellence Eiffel de la France. Donc, je vais commencer avec des informations, des fondamentations théoriques qu'on a utilisées, surtout sur la sécheresse, sur les événements de sécheresse et aussi sur la région nord-est du Brésil, qui c'est ma zone d'étude générale du travail. Donc, la sécheresse, on peut la définir comme l'aléa naturelle qui touche le plus grand nombre de personnes au monde. La littérature montre qu'il y a plus de 150 en fait définitions différentes pour la sécheresse, mais le plus important c'est qu'il du coup il y a différents enjeux liés aux études de la sécheresse. Donc effectivement, on va avoir des différentes typologies de sécheresse selon le type d'enjeux qu'on veut étudier. Donc normalement, la propagation de la sécheresse commence avec une variabilité naturelle de système climatique qui va causer par exemple la réduction des précipitations ou l'augmentation des températures. Et cette condition-là peut causer aussi une augmentation des evapotranspiration. Et là, on peut dire qu'il s'agit d'une sécheresse de type météorologique. Après, avec la persistance de cette condition-là, évidemment, il y aura des stress hydriques pour les plants, la consommation des ressources, des réserves de l'eau sur le sol. Donc, on peut dire qu'il y a une sécheresse agricole. Et la persistance de ces conditions va causer aussi des problèmes de réduction des débits dans les fleuves, les cours d'eau, et aussi des consommations des réserves de surface en sécheresse de type hydrologique. Et ces deux derniers types-là, ça cause des impacts socio-économiques, évidemment, qui vont dépendre de la susceptibilité géographique locale. Donc, la caractérisation effective des sécheresses, des événements de sécheresse, est faite à partir des indices de sécheresse pour bien identifier et détecter l'intensité et les caractéristiques spatiales des sécheresses. Et du coup, il y a aussi nombreux types d'indices de sécheresse. Euh, mais les plus importants, c'est c'est important d'utiliser ces indices-là pour développer les systèmes d'alerte, pour avoir des indices standards pour caractériser chaque type de sécheresse, et aussi pour privilégier surtout des études de sécheresse systémiques, globales dans une région. Donc, par exemple, au Brésil, on a eu la création de la surveillance de sécheresse, du monitor des secas, en 2015, qui c'est un outil très très important. Il fait partie en fait des demandes historiques pour les politiques publiques pour combattre les sécheresses et faire face aux sécheresses, surtout dans la région nord-est du Brésil et la région semi-aride. Et là, en fait, c'est effectivement la région nord-est du Brésil est caractérisée pour les différents types de climats, mais surtout les climats semi-arides et les climats tropicaux avec des saisons sèches très très définies, très bien définies, avec les précipitations qu'on a euh, bien concentrées dans quelques mois pendant l'année. Donc, même dans la région nord-est, on a différents types de régimes de précipitations, mais toujours avec cette caractéristique, soit semi-aride, soit des saisons sèches bien définies, des saisons de pluie très très concentrées. Et ces types des climats, en fait, des régimes de précipitations sont liés aux différents systèmes atmosphériques qui se développent dans la région. Et pas seulement ça, on a une très marquée variabilité interannuelle des précipitations qui est liée à l'occurrence de mécanismes de circulation de large échelle. Pardon. Donc, on parle des El Niño, de l'oscillation antarctique, de la température de l'océan Atlantique tropical,
Donc tout ça va aussi jouer un rôle important pour la définition des années sèches et des années plus pluvieuses dans la région nord-est du Brésil. Et évidemment que cette variété des types de climats va être liée en surface et avec des différents types de végétation, parmi lesquels on peut mettre en évidence les cerrados et les caatingas, qui font partie des 83% environ de toute la végétation du nord-est du Brésil. Ce sont des végétations très biodiverses, très biodiverses. Et, mais pas seulement ça, ce sont des régions aussi très vulnérables au changement climatique et aussi à l'expansion des activités anthropiques, des activités humaines, surtout l'expansion des activités agricoles. Donc, à cause de ça, en fait, on a un historique des politiques publiques différentes qui ont été menées au nord-est du Brésil pour combattre les sécheresses. Donc, on a eu des constructions de plusieurs réservoirs et barrages. On a aussi la délimitation des zones stratégiques pour le développement des politiques publiques. On a aussi la création des agences de recherche, des agences administratives spécifiques pour cette région. Et notamment dans les 2 dernières décennies, on peut dire qu'il y a un changement de paradigme, donc avec des politiques de gestion participative, aussi des convivences avec des semi-arides, et même les autres politiques sociaux qui évidemment ont aidé la population locale à faire face à ce type d'événements. Par contre, on n'a pas observé un améliorement très important au niveau des dépenses et des dégâts causés pour les événements de sécheresse. Et l'avenir n'est pas non plus très favorable parce qu'il y a des tendances à augmentation en demande pour l'usage de l'eau. On a aussi des projections d'intensification, d'occurrence et de fréquence des événements extrêmes, des réductions de précipitations, des augmentations des températures et l'expansion des zones agricoles dans la région du nord-est du Brésil. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a pas mal des études qui ont été menées au NEB, au nord-est du Brésil, des études liées à la sécheresse météorologique et un suivi de la sécheresse par télédétection, la modélisation hydrologique, des faits, des politiques, et des vulnérabilités socio. Par contre, il y a encore quelques questions qu'il faut discuter. Studio, par exemple, comment caractériser aussi l'incidence de sécheresse dans les échelles plus petites, dans les échelles des bassins, quels sont les rapports de la sécheresse en échelle des bassins et pas seulement en échelle régionaux. Il y a aussi la problématique du manque des données de qualité, surtout en long terme, pour faire le suivre et les caractérisations de sécheresse. Il y a aussi l'adéquation des indices qui sont normalement utilisés pour caractériser la sécheresse, l'adéquation pour une région semi-aride, parce qu'il y a toujours des problèmes liés à ce type de région, liés à l'inflation des mois avec des précipitations zéro, donc manque total de précipitations. Il y a aussi des approches, des méthodes différentes pour le suivi de détection. Toutes les approches moins onéreux au niveau des efforts computationnels. Donc, les méthodes qui pouvaient être utilisées, par exemple, dans une échelle plus locale, des agences et des administrations locales. Donc, c'est pour ça que l'objectif de cette thèse-là est de caractériser les différents aspects de la sécheresse dans les nord-est Brésil, en considérant différentes échelles spatiales, différentes caractéristiques des données météorologiques, mais aussi différentes approches pour la suivi des végétations par télédétection en des zones en désertification. Donc, le premier chapitre, c'est un chapitre plutôt théorétique, mais là, c'est un peu tout ce qu'on a vu dans cette première partie de la présentation. Et après, on a 3 autres études qui ont part d'une étude à large échelle et pour caractériser la sécheresse météorologique dans un bassin versant de large échelle. Après, on va vers un bassin versant d'une échelle plus petite, qui est totalement inséré dans la région semi-aride. Et après, on va vers une échelle locale, donc à l'échelle des zones de désertification, qui c'est comprend normalement 1, 2 ou 3 municipalités. Donc, on va regarder un peu les dynamiques de sécheresse dans ces 3 échelles-là.
Dans l'étude à large échelle, on va caractériser les sécheresses météorologiques dans le bassin de San Francisco. Il y a en première partie des validations des données et après, on va effectivement caractériser les sécheresses dans ces bassins-là. Les bassins de San Francisco, en fait, c'est un bassin très large qui, du coup, il dépasse les limites de la région nord-est du Brésil, mais il est très important pour la région nord-est et aussi pour le Brésil. Donc, on a là une grande diversité des climats. Pour la portion plus haut du bassin, on a un climat subtropical humide, des précipitations plus importantes, mais on a aussi les climats semi-arides dans la portion moyenne-bas du bassin et les climats tropicaux avec les saisons sèches dans les portions côtières du bas San Francisco et la portion moyenne de San Francisco. Il s'agit du coup de le plus large bassin versant au Brésil, entièrement situé dans le territoire national. Il y a des importants réservoirs qui sont utilisés pour la production d'électricité, surtout pour la région nord-est. Mais la consommation des ressources en eau est surtout pour l'irrigation. Donc 80%, presque 80% des ressources en eau du bassin est utilisé pour l'irrigation. C'est un bassin vraiment très très important, très large, avec une certaine diversité. Et du coup, ce qu'on propose dans cette étude, c'est en premier moment de valider des données interpolées des précipitations et évapotranspiration potentielles, données de Climate Research Unit, données CRU, valider ces données-là avec les données observées dans les bassins. Après, avec la validation des données CRU, on va calculer les SPI, c'est un indice de sécheresse standardisé, normalisé, et on va les comparer avec les depths d'évaporation, qui c'est un élément du bilan hydrique climatologique des Tortues. Donc, très classique. On va comparer les deux en considérant les caractéristiques typiques du climat semi-aride, du climat tropical avec les saisons sèches très bien définies. Donc, on va comparer les deux et après de cette comparaison, on va utiliser les DE pour effectivement caractériser les sécheresses météorologiques dans la région. Donc, on a utilisé les données CRU, comme on l'avait dit, dans la période de 1942 jusqu'à 2016, donc 75 années des données, et aussi dans 3 périodes de 25 années dans cette période-là. Donc, les données de précipitations et des températures moyennes qui, du coup, sera utilisées pour obtenir la évapotranspiration potentielle des Tortues. Et la validation était faite, en fait, avec les données des précipitations et températures observées, mesurées dans les stations, dans les bassins. Donc, du coup, il y a pas mal de stations là-bas, mais effectivement, on constate que la qualité des données, elle n'est pas bonne. En fait, il y a beaucoup de lacunes, ils sont très hétérogènes. Donc, on a pré-traité ces données observées-là avec le filtrage, avec les tests d'homogénéité, les analyses visuelles. Et après ce pré-traitement-là, on a effectivement fait la validation des données avec les paramètres statistiques diverses. Après ça, on a utilisé les données de CRU pour calculer les depths d'évaporation. Donc, ça dépend de la vapotranspiration potentielle et de la précipitation. Là, ça va nous donner une classification mensuelle selon les bilans hydriques, selon les conditions des déficits en eau ou des excédents en eau. Et pour les SPI, on a calculé aussi en utilisant la différence entre la précipitation et l'évapotranspiration potentielle, en normalisant cette différence-là. Et les valeurs des SPI aussi mensuelles, on va classifier selon cette catégorisation là-bas. En premier moment, on va comparer les deux, les les SPI, à l'échelle mensuelle, mais aussi à l'échelle annuelle. Pour les régions plus sèches du bassin, donc les moyennes bas San Francisco, et pour la portion plus humide du bassin, donc la portion du Haut San Francisco. Et on va après évaluer les caractéristiques du bilan hydrique et du DE, la fréquence d'occurrence des déficits ou d'excédents en eau, les tendances linéaires, des incidences de sécheresse, et aussi les caractéristiques spatiales observées selon les scénarios définis pour les mécanismes de large échelle, comme le El Niño, la température de l'océan Atlantique et la oscillation antarctique. Donc, comme résultat des validations, là, on a, par exemple, la corrélation de chaque station avec les données CRU.
Donc, pour l'évapotranspiration potentielle, on constate que les données sont très bien corrélées par toutes les régions du bassin versant. Et par contre, pour les données de précipitation, on voit que les résultats sont aussi bons, mais pour la région semi-aride, mais surtout pour la région proche de la côte, les résultats, les corrélations sont pas si fortes. Donc, du coup, c'est attendu parce que dans les régions avec les précipitations très hétérogènes, comme les zones côtières ou les zones semi-arides, normalement, les données interpolées ne sont pas si donc au niveau des tendances, on voit que les données crues, en fait, il y a pas mal des régions avec les tendances significatives des réductions des précipitations pour les données crues, qui c'est spatialisé, mais pour les données observées, c'est pas si marqué. Donc il y a pas mal de stations là qui n'ont pas des résultats significatifs des tendances. Et on pourrait marquer ça aussi pour les données des evapotranspiration potentielle. Donc, tous les bassins, on a des très importantes tendances d'augmentation. Mais pour les données observées, c'est pas si évident. Si on regarde les valeurs moyennes du CRU et des données observées pour les bas San Francisco, par exemple, on voit que les données CRU, il y a en effet des lissages très importants. Donc, on voit une tendance qui est bien plus moins important en fait. Par contre, les données observées nous montrent là, par exemple, dans cette station-là, que la tendance est très marquée et beaucoup plus hétérogène parce qu'il a les données crues, on l'effet des lissages typiques des interpolations des données. Donc, c'est des types de résultats qu'il faut avoir toujours en tête après pour l'utilisation de ce type de données. Donc, en comparant les SPI et les DE à l'échelle annuelle de 12 mois, on voit par exemple que les deux indices nous montrent et repèrent des résultats similaires, des résultats très similaires au niveau d'identification des années plus sèches. Donc, à cette échelle-là, l'échelle annuelle, les deux indices sont comparables, sont très bien corrélés. Par contre, si on parle à l'échelle mensuelle, si on regarde par exemple un mois très très humide, donc toujours avec les précipitations importantes, et un mois très très sèche, qui est toujours très très sèche, on voit que les SPI ne donnent pas les bons résultats parce qu'il s'agit de données normalisées. Donc il va nous donner toujours des informations dans toutes les classifications, même les classifications des SPI positifs, donc des anomalies positives, mais du coup ce qu'on constate c'est que pour les mois sèches, c'est toujours une situation physique de manque d'eau, de déficit en eau. Pour les mois très humides, c'est toujours une situation d'excédent en eau. Donc, à l'échelle mensuelle, l'SPI n'est pas si bon pour caractériser les sécheresses parce qu'il ne donne pas un sens très très physique pour la situation réelle. Donc, si on passe pour la variabilité interannuelle du bilan hydrique, donc là, on a la classification pour chaque mois du bilan hydrique dans chaque région d'étude, dans les bassins versants. On peut constater seulement en regardant, seulement avec une analyse visuelle, par exemple, dans la région moyenne, on voit qu'il y a une augmentation de la fréquence des déficits en eau, des mois déficitaires là-bas. Aussi, par exemple, pour les bas San Francisco, on voit qu'il la fréquence des mois avec des excédents en eau diminue dans le derrière année là-bas. Et du coup, à droite là, il y a la fréquence en fait d'incidence dans chaque classification de bilan hydrique. Et on peut constater ça aussi, on peut confirmer ça aussi. Par exemple, pour les moyennes, on a évidemment une augmentation des mois avec des déficits en eau. Donc, les mois déficitaires, ça dans toutes les régions. Effectivement, si on regarde les valeurs moyennes dans chaque région là, dans chaque région de bassin, on voit, on constate une tendance très significative en fait d'augmentation du nombre de mois déficitaires, surtout dans les bas San Francisco, les moyennes San Francisco, et aussi les hauts San Francisco. Et ça peut indiquer par exemple une concentration des événements de précipitation. Il y a aussi des études ultérieures qui ont montré qu'en fait, il y a des tendances de décroissance de précipitation dans presque tous les bassins.
Si on regarde aussi les tendances au niveau des extensions territoriales affectées pour les sécheresses, on voit que, notamment dans les moyens San Francisco et les bas San Francisco, on constate une augmentation significative des zones ciblées, des zones affectées, pardon, pour les sécheresses, et une diminution des zones affectées pour les excédents en eau. Donc, du coup, il y a des travaux ultérieurs, par exemple, de Vincent en 2019, qui ont montré qu'effectivement, on a une expansion des zones semi-arides au Brésil. Finalement, dans cette étude-là, on a constaté, par exemple, les effets des mécanismes de large échelle dans les anomalies déficitaires ou des excédents en eau de bilan hydrique dans le bassin de San Francisco. Donc là, en eau, on a une situation de El Niño, une situation de El Niño intensifiée par une anomalie positive des températures en Atlantique tropical nord. Ça veut dire que la zone de convergence intertropicale va se déplacer vers le nord. Donc, on attend une intensification de sécheresse dans la partie nord du bassin de San Francisco. Et on peut bien constater ces anomalies très importantes, déficitaires dans cette région-là. Par contre, quand on regarde en bas l'effet de La Niña et de La Niña intensifié pour la oscillation antarctique, normalement, on attend une intensification de sécheresse dans la portion haute du bassin, on voit que c'est pas si marqué. Donc, il y a effectivement un peu des anomalies négatives, donc plus de déficit en eau, mais c'est pas si marqué comme la situation pour la zone semi-aride. Donc, dans cette première étude à large échelle, on a réussi, même avec un manque de disponibilité des données de bonne qualité, on a réussi de faire une validation des jeux de données interpolés et on a réussi d'avoir un jeu de données avec une longueur de 75 données, donc une bonne taille, une bonne échelle spatiale pour faire des études de sécheresse météorologique. Et pas seulement ça, mais les bassins de San Francisco ont une grande diversité climatique, donc on a réussi de regarder des différents types, de repérer des différents types des caractéristiques spatiales de l'incidence de la sécheresse. Mais c'est pas le cas, euh, mais c'est pas le cas pour les bassins, pour la plupart des bassins qui sont insérés dans la région semi-aride. Ce sont des petits bassins, en fait, des petites tailles qui sont complètement insérés dans le climat semi-aride. Donc, il n'y a pas trop de diversité climatique. Et la problématique de manque de données est encore plus importante. Donc, dans ces cas-là, il faudra chercher des autres types des approches pour faire face à cette problématique-là et essayer de trouver aussi des bons résultats et des bonnes caractérisations des sécheresses météorologiques, des tendances, des anomalies négatives de précipitations dans ce type de bassin-là. Donc, on part vers le deuxième étude, qui c'est une étude à petite échelle au niveau des bassins. C'est le cas du bassin du Piranha-Açu, c'est situé au nord de la région nord-est du Brésil, une région qui est complètement, un bassin qui est complètement inséré dans la région semi-aride, mais même ça, même avec cette caractéristique-là, il y a encore des différences au niveau des régimes de précipitation. Donc, on a une zone qui est plus humide, une zone qui est plus sèche, là, surtout à cause des structures géographiques, comme par exemple les plateaux Borborema, qui empêchent le passage d'humidité dans cette région. Donc, c'est pour ça que c'est très aride dans cette région-là. Par contre, la région plus haut du bassin, elle est un peu plus humide. Donc, c'est un bassin qui est très important au niveau local, très stratégique, parce qu'il y a deux réservoirs là qui permettent le développement des districts d'irrigation dans les zones autour. Donc, c'est une représentation typique du bassin versant complètement inséré dans les régions semi-arides du nord-est du Brésil. Donc, dans ces cas-là, on va proposer une approche un peu différente pour les problèmes de manque de données de qualité. Du coup, il n'y a pas de bonnes séries temporelles des données de température. Mais pour les précipitations, on en a quelques stations. Donc, dans ces cas-là, on va proposer le comblement de lacunes des données manquantes. Après, avec ces données-là des précipitations traitées, on va identifier les régions, des sous-régimes de précipitations dans la région du bassin. Et on va calculer le Modified Rainfall Anomaly Index, qui c'est un indice de sécheresse basé sur les précipitations.
Donc, on va utiliser des données des précipitations mesurées pour les agences locaux dans la région, comprenant la période de 1962 jusqu'à 2030, 54 années, 56 stations, en fait, on a sélectionné, avec jusqu'à 30% de la cour. Donc, on a fait un pré-traitement, un contrôle de qualité des données avant tout, et après, on a procédé pour les compléments de lacunes avec la combinaison des trois différentes méthodes. Donc, on a choisi les meilleures méthodes pour chaque lacune, pardon, en référant la corrélation et la validation croisée. Donc, après ça, on a utilisé des PCA et l'analyse des clusters pour identifier les sous-régimes de précipitation dans les bassins. Et on a calculé les MRI à 6 mois et à 12 mois, parce que les MRI, c'est un indice de sécheresse normalisé, standardisé, donc comme on a vu dans les études précédentes. Dans ces cas-là, il faudra utiliser l'échelle temporelle de 6 mois ou 12 mois. Et on a aussi calculé et identifié les tendances selon les techniques manquentales, et aussi la fréquence de distribution des anomalies selon les mécanismes de large échelle. Donc, par exemple, pour la combinaison des méthodes des compléments de lacunes, on avoue qu'ici, on effectivement sélectionne toujours les meilleures méthodes dans chaque lacune, on peut vraiment avoir une amélioration très importante dans la qualité de notre série temporale, de nos séries temporales, en fait, comblées, avec les lacunes comblées. Du coup, c'est ça qu'on a. On a que toutes les lacunes sont remplies avec les données obtenues par différents types diverses, mais les résultats, c'est vraiment beaucoup plus intéressant qui sont utilisés qu'une méthode. Donc, l'analyse du cluster nous a aidé à identifier deux régions, en fait, deux clusters, C1 et C2, avec la même saisonnalité des précipitations. Par contre, la portion plus haut, avec des précipitations plus importantes, qui la partie sèche, qui évidemment est influencée par les plateaux Borborema, comme on a vu ultérieurement. Donc, en comparant les MRI dans les deux régions-là, on voit qu'en fait, les événements de sécheresse sont très similaires. Du coup, c'est une région. Mais même dans cette région-là, on peut constater quelques petites différences. Par exemple, dans cet événement-là de 2012-2015, un événement de sécheresse très important dans la région, qui pour les C2, pour les clusters plus sèches, c'était moins intense, surtout dans la période-là de 2014. Pour les C1, c'était un peu plus intense. Également, pour la sécheresse de 1978, là, on avoue que la portion C1 était beaucoup moins ciblée, moins affectée, moins impactée que la région C2. Au niveau des mécanismes de large échelle, de l'influence des mécanismes de large échelle, on voit notamment qui, par exemple, pour les El Niño, on attendait des occurrences, des anomalies négatives de MRI, mais du coup, c'est pas très marqué ça. Donc, par contre, pour la Niña, oui, la Niña, des années la Niña, on peut constater des anomalies très positives des précipitations dans les deux régions. Pour l'influence des températures de l'océan Atlantique, on voit les anomalies négatives un peu importantes, mais surtout dans la région plus sèche, quand les températures sont plus élevées dans l'Atlantique tropical nord, la zone de convergence intertropicale va se déplacer vers le nord. Donc, au niveau des tendances observées pour les MRI, on voit que pour la chaîne annuelle et la saison humide, saison des pluies, on constate qu'effectivement, il y a pas mal de stations avec une tendance significative, très significative des réductions de précipitations, tout dans la région qui est plus humide du bassin. Pour la saison sèche, c'est très hétérogène parce que du coup, c'est toujours très très sèche, donc c'est pas très intéressant d'évaluer ça. Donc, en cette étude à petite échelle, on avoue que même dans les petits bassins, on peut réussir à trouver des techniques, des méthodes pour avoir des bonnes jeux de données. En 54 années, on a trouvé pour les bassins de Piranha-Açu et de faire une bonne caractérisation de la sécheresse météorologique. Et on a même réussi de trouver des différents types d'incidence des anomalies négatives, même dans une petite taille du bassin.
On a trouvé des différents types de régimes de précipitation à cause des structures géographiques locales, mais on a effectivement réussi de faire une bonne étude des sécheresses météorologiques, même à petite taille. Par contre, si on passe pour une échelle plus fine, pour une échelle locale, par exemple, les problématiques qu'on retrouve seront un peu différentes. Donc là, dans le chapitre 4, on va étudier des zones de désertification qui normalement comprennent 2, 3, 4 ou 5 municipalités. Et du coup, la plus grande problématique, ça pourrait être le manque de ressources pour faire des travaux de suivi de la sécheresse plus important. Dans cette région-là, surtout les suivis de sécheresse agricole au niveau des végétations. Donc, il faut trouver des différents types d'approches pour faire cette surveillance de la végétation, pas très onéreuse au niveau des efforts computationnels. Normalement, on rencontre en utilisant les méthodes de télédétection, par exemple. Donc, dans ce chapitre-là, on va étudier des approches différentes pour faire le suivi des végétations dans les zones de désertification au Brésil par télédétection. Donc, au Brésil, on a 6 zones de désertification dans le nord-est du Brésil, dans la région semi-aride surtout. Donc, on a Gilboès, Cabrobró, Seridó, Jaguaribe, Inhamuns et Irauçuba. Donc, ces 5 dernières zones-là sont effectivement dans la zone semi-aride, donc avec la végétation typique des Caatinga. Gilboès, qui est plus au ouest, est sur l'influence d'un climat tropical un peu plus humide. La végétation typique des Cerrado, la savane. Mais les caractéristiques communes entre eux, c'est vraiment qu'ils souffrent d'une pression anthropique très très importante et aussi ils sont très très vulnérables au changement climatique, aux augmentations de température. Donc, ce sont des régions très vulnérables pour étudier. Et ce qu'on propose dans cette étude, c'est d'évaluer les NDVI, mais pas pixels à niveau des pixels. Donc, on va en fait repérer des séries temporelles des NDVI moyennes et de la variance des NDVI dans chaque zone de désertification. On va tester des modèles stochastiques pour faire des prévisions et les suivis des états de végétation dans ces zones de désertification. Donc, on a utilisé les données Moody's NDVI pour la période entre 2000 et 2018. Et on a utilisé la plupart des données des NDVI moyennes et de la variance des NDVI pour faire l'entraînement de nos modèles, mais aussi une petite partie comprenant les dernières années pour tester les modèles qu'on a testés. Donc, on a utilisé aussi les données des précipitations obtenues dans les stations de mesure autour de chaque zone de désertification. Ces données de précipitation ont été utilisées comme variable explicative dans quelques modèles. On a comparé les résultats selon les paramètres statistiques, dans différents paramètres statistiques. Et on a choisi un modèle pour chaque zone de désertification. Après, on a validé les données et aussi on a testé et on a observé les résultats du modèle dans la prévision et le suivi des états de végétation selon le diagramme des variances et de la moyenne des indices de végétation. Donc du coup, je ne veux pas montrer exactement tous les paramètres statistiques, toute l'analyse statistique, mais du coup, on a choisi un modèle pour chaque série temporelle. C'est important de noter là, c'est que les modèles des variances d'NDVI étaient bien améliorés avec l'utilisation de la précipitation comme variable explicative. Par contre, pour les NDVI moyennes, c'était pas si évident parce que du coup, il s'agit des modèles saisonnières. Et la saisonnalité des NDVI est très marquée. Et normalement, dans les régions de Caatinga, par exemple, la végétation répond très rapide à la précipitation. Normalement, la saisonnalité des NDVI, des précipitations sont similaires. Donc, c'est pour ça que les modèles bénéficient trop de la précipitation comme variable explicative. Donc là, c'est seulement pour montrer une partie de la série modélisée et de la série observée. Et là, en bleu, les prévisions qui étaient faites. Donc, c'est de bons résultats, en fait, pour les prévisions. Mais plus important que ça, c'est regarder
des interactions du modèle avec les saisons. Donc, par exemple, là, on voit avec la distance des Mahalanobis, qui c'est un paramètre statistique, on voit que les modèles sont plus intéressants, surtout dans les périodes plus sèches, comme par exemple là, entre 2012 et 2015, qui était un événement de sécheresse très important. Donc, on voit que les résultats sont plus intéressants dans les zones, dans les périodes plus sèches. La végétation est pas très développée. On peut voir aussi, en regardant les tableaux de contingence de nos modèles, et aussi les diagrammes NDVI moyenne, variance d'NDVI. Donc, dans les diagrammes là, on a quatre quartiers là. On a Q1 et les Q4 qui du coup représentent des végétations qui sont plus homogènes, les Q2 et les Q3 qui représentent des végétations plus hétérogènes. On a les Q2 et les Q1 qui représentent des végétations dégradées, des végétations qui n'est pas dans une bonne santé, donc normalement dans la saison sèche. Et les Q3 et les Q4, pardon, qui montrent la végétation plus développée dans une bonne santé. Donc, effectivement, nos modèles représentent mieux les végétations dans les Q1 et les Q3. Donc, les états de végétation plus dégradés et aussi dans les zones qui représentent les végétations typiques des Caatinga, par exemple, des Cerrado, qui sont des végétations plutôt hétérogènes, mais pendant la saison des pluies, avec une bonne santé et un bon développement. Comme considération finale, on a constaté que dans n'importe quelle échelle on travaille, les problématiques liées à la qualité des données disponibles dans la région nord-est du Brésil, on peut faire face à ça en validant des données interpolées ou même en utilisant des techniques de comblement des lacunes et on peut avoir des bons jeux de données pour faire des analyses de sécheresse à long terme. On avoue également que les régions qui sont déjà très sèches sont pas forcément en train d'être plus sèches, mais qui du coup les régions autour qui sont un peu plus humides sont en train de peut-être il y a de tendances qui seront plus sèches en futur. On avoue aussi que s'il y a des données de température et des evapotranspiration potentielles disponibles, et les éléments de bilan hydrique climatologique peuvent être des bons indices de sécheresse pour la région tropicale, la région semi-aride. Au niveau des suivis par télédétection, on avoue qu'il y a des modèles qui peuvent être utilisés, pas au niveau des pixels, mais au niveau des NDVI moyennes ou des variances de NDVI, avec des bons résultats pour faire le suivi des conditions de végétation dans les zones de désertification, par exemple. Comme en perspective future, je pense qu'il y a deux points plus importants pour moi pour suivre le futur proche. C'est surtout lié à des études de sécheresse enchaînées. Ça veut dire on part de la sécheresse météorologique et après on évalue les effets et les impacts de la sécheresse météorologique dans les systèmes agricoles, dans la végétation et après dans les systèmes hydrologiques jusqu'aux impacts qu'on va percevoir sur les populations de chaque région. Euh, Pas seulement ça, je pense qu'il y a, et c'est très intéressant aussi, d'étudier la sécheresse au niveau de l'anthropocène. Ça veut dire quelle est l'influence des activités anthropiques dans les intensifications et l'augmentation des fréquences des événements des sécheresses. Donc, c'est les deux points principaux que je voudrais suivre dans les recherches d'avenir, dans les futurs proches. Je vous remercie à tous énormément. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.